Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue en salle Pasteur pour nos conférences du lundi. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une partie de l'informatique qui est peut-être parfois un peu étrange pour certains d'entre vous. C'est ce qu'on appelle en bon français les chaînes de blocs, mais qu'en termes anglais, on appelle les blockchains. Et donc, pour ces blocs, c'est une technologie qui est récente, hein, ça date des années 2008 par là, et elles se sont développées pour effectivement accroître les stockages, les transmissions d'informations. Donc, vous l'imaginez avec de grandes bases de données. Et ensuite, à partir de cela, il fallait essayer d'avoir des utilisateurs. Et les utilisateurs entrent, alors on va vous l'expliquer, hein, dans tout un circuit, mais qui est réputé être simultané. Donc, quand on dit simultané, on dit, ben, ma foi, on assure un haut standard peut-être de sécurité, par exemple, ce qui est peut-être pas forcément le cas. Parce qu'aujourd'hui, on va un petit peu débattre autour de tout cela avec notre invité qui va nous expliquer d'abord ce que sont réellement ces blockchains et qui ensuite va un petit peu trier tout ça pour nous rendre compte de ce que l'on a comme limite éventuelle avec ces chaînes. Alors, on a invité notre ami Pablo Rossi, qui nous vient, figurez-vous, de l'Université de Paris 8, spécialement pour nous, et qui est donc maître de conférences en informatique, spécialisé dans tout ce qui est contrôle de données personnelles, dans les systèmes de sécurité informatique émancipatrices. Vous en dira peut-être plus. Et évidemment, il travaille sur ces blocs et ces chaînes de blocs et il travaille aussi dans une étude des limitations de tout cela. Donc, je pense qu'on va avoir plein de bonnes choses à nous raconter. Je vais lui laisser la parole et vous savez qu'ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions. Les questions, on peut les faire à la chaîne si vous voulez. Bon. Voilà, bon après-midi. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Pablo Rossi, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et je suis demi-assis sur un accoudoir de chaise parce que j'ai mal aux pieds. Voilà, désolé. Et donc oui, effectivement, je travaille sur la sécurité informatique émancipatrice. Je dis émancipatrice parce qu'en fait l'idée c'est que je choisis les sujets auxquels je m'attaque, pas parce que c'est un aspect technique qui m'intéresse ou quoi, mais plus parce que ça va être les aspects impact social, politique, etc. qui vont m'intéresser. Et donc, ça fait quelques années que j'ai décidé de m'attaquer, dans les deux sens du terme, aux blockchains, aux chaînes de blocs, parce que, bah, bon, moi, évidemment, à l'époque, j'étais encore étudiant hein, quand ça a démarré tout ça. J'ai vu tout de suite cette chose arriver début 2010 à peu près. Donc, ça date de fin 2008, début 2009. Et à l'époque, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc d'imbécile, ça va jamais marcher. En fait, ça a marché, donc j'avais qu'à moitié raison. Et donc, il s'est passé ensuite l'utilisation de ces technologies pour quelque chose qu'on appelle les NFT. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais à ce moment-là, j'ai vu que ça sortait des cercles geeks informatiques, voilà, et qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas ce qu'ils manipulaient, qui étaient touchés. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait expliquer aux gens pourquoi cette technologie, elle est potentiellement dangereuse. Et donc, j'ai commencé à m'y attaquer à ce moment-là. Donc, l'idée de la conférence, c'est une conférence technocritique. Ça va être de d'abord faire la partie technique avant de faire la partie critique pour que, au moment où on fait la critique, on sache de quoi on parle. Donc, je vais commencer par essayer d'expliquer c'est quoi en fait une blockchain. Donc, si on regarde la définition stricto sensu, une blockchain, c'est un registre distribué unique et immuable qui ne doit nécessiter aucune confiance pour garantir ses propriétés. Alors, ça ne nous avance pas beaucoup si on ne sait pas déjà ce que c'est, mais je vais détailler les mots. Alors, il y a un mot où il n'y a pas de piège, c'est le mot registre. Donc, un registre, c'est comme dans le langage courant, il n'y a pas de sens spécifique à l'informatique. C'est un document où sont consignés des faits. Voilà. Donc, la notion de fait, on y reviendra. Mais l'aspect factuel de ce qui est inscrit dans ce registre,
C'est quelque chose qui va jouer un rôle important dans la façon dont est perçue cette technologie. Le fait qu'il soit distribué, ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre de participants, de gens qui veulent pouvoir contribuer à ce registre ou juste lire ce qui est écrit. Et ben, l'idée du fait qu'il soit distribué, c'est que chaque participant va en avoir une copie. Chacun va avoir la sienne. Le fait qu'il soit unique, ça veut dire que toutes les copies doivent être identiques. Il ne peut pas y avoir deux copies séparées qui diffèrent. Et le fait qu'il soit immuable, alors c'est pas exactement immuable puisqu'on peut y ajouter des choses, mais disons infalsifiable ou je sais pas comment vous voulez dire, c'est qu'en gros, une fois que vous avez ajouté quelque chose dedans, vous ne pouvez plus ni l'en retirer ni le modifier. Voilà. Et donc, toutes ces propriétés-là, l'idée c'est qu'il faut absolument qu'elles soient mises en œuvre. Je vais essayer de Pardon. Il faut absolument qu'elles soient mises en œuvre sans avoir à faire confiance à qui que ce soit et sans pouvoir connaître l'ensemble des participants. Si on connaît l'ensemble des participants à un système, bah, on peut décider par exemple de organiser un vote, de faire chacun son tour, si on se connaît, de faire autrement que de passer par ce type de technologie. Et l'idée c'est que on ne fait confiance à personne, ça c'est vraiment de base penser comme ça, parce qu'on verra que ça vient de milieux politiques libertariens extrêmement individualistes et très élitistes aussi, et où donc on ne fait confiance à personne, on pense que vraiment on est dans un système de défiance généralisée où c'est du chacun pour soi. Vous savez, l'agent rationnel économique qui veut absolument tout gagner personnellement et qui est du coup voilà, agirait pour son gain personnel tout le temps de cette façon-là. Voilà. Donc ça, c'est ce que c'est une blockchain. Maintenant, on va voir comment ces choses-là ont été mises en œuvre. Donc, pourquoi on a inventé cette technologie? C'est quoi le cas d'usage qui a mené à la création, à la résolution de ce problème, à se poser ce problème et ensuite à y trouver une solution? C'est d'effectuer des transactions en crypto-monnaie. Alors, vous voyez, crypto-monnaie, je le mets entre guillemets, on va revenir tout à l'heure sur ce terme-là aussi. Et donc l'idée c'est que c'est des listes de transactions, Alice donne tant à Bob, voilà, qui sont stockées dans le registre, ok. Et on veut faire ça pour une crypto-monnaie. Et l'idée c'est que les transactions, pour des questions d'efficacité, on va les ajouter pas une par une, mais par bloc, d'où la chaîne de blocs, ok. Et avant chaque ajout, on va vérifier la validité des transactions grâce à l'historique du registre. Donc, si Alice doit donner 10 bitcoins, par exemple, si on prend l'exemple de cette crypto-monnaie à Bob, bah, il faut que Alice, elle ait bien 10 bitcoins et qu'elle ait bien ces 10 bitcoins-là. Voilà. Donc, on vérifie qu'à un moment donné, elle les a reçus avant de les dépenser. Okay. Et donc, à chaque fois qu'on fait un ajout d'un bloc dans le registre, eh ben, on veut faire en sorte de garantir ses propriétés de distribution, d'unicité et d'immuabilité par la suite. Okay. Donc, il y a plein d'autres cas d'usage qui ont été proposés ensuite. On y reviendra plus tard. Mais il y a plein d'autres cas d'usage que les crypto-monnaies qui utilisent une blockchain comme base ou comme technologie sous-jacente, etc. Donc il y a des gens qui veulent faire de la certification de documents, il y a des gens qui veulent faire de la contractualisation automatisée, d'autres qui veulent faire de la traçabilité. Suivant le supermarché dans lequel vous allez, il y a des boîtes d'œufs dans lesquelles il y a un code à flasher qui vous garantit que la traçabilité agro-industrielle, là, de la chaîne d'approvisionnement, elle est garantie par une blockchain, par exemple. Voilà, ça arrive pour certaines marques d'huile d'olive aussi. Et il y a même des gens qui veulent s'attaquer à la démocratie avec cette technologie pour l'utiliser pour faire du vote électronique. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on reviendra là-dessus une fois qu'on sera outillé sur son fonctionnement. On y reviendra rapidement parce qu'une fois outillé sur son fonctionnement, vous verrez que tout ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, comment ça fonctionne justement une blockchain? Donc, comment ça fonctionne? Ça veut dire qu'on se pose la question de comment on assure les propriétés qu'on a qui font la définition de la technologie, d'immuabilité, de distribution et d'unicité. Donc c'est répondre à ces questions qui vont nous aider à comprendre comment ça fonctionne. Donc comment on fait pour l'immuabilité? La chaîne de blocs, là, le registre, c'est un fichier sur votre ordinateur comme n'importe lequel. Un fichier qui est sur votre ordinateur, vous pouvez le modifier. Okay. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut changer. C'est à partir du moment où vous avez la main sur l'ordinateur,
En tout cas, si vous êtes administrateur de l'ordinateur, etc., vous allez pouvoir modifier le fichier. Ok. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire quelque chose qui est vraiment immuable, on va simuler l'immuabilité en rendant possible de vérifier l'intégrité des données. On va être capable de vérifier si les données ont été altérées ou pas. Ok. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que chaque bloc, il va être identifié par son contenu avec ce qu'on appelle un condensat cryptographique. Donc un condensat cryptographique, ça va être un nombre qui va être généré à partir des données et qui, pour les mêmes données, va toujours donner le même nombre. Ok. Donc si je reprends les mêmes données, je refais le calcul, ça me redonne le même identifiant. Ok. Si je change un tout petit peu les données, ça va me changer complètement l'identifiant. C'est la cryptographie qui est utilisée garantit cette propriété-là. Que si on change ne serait-ce qu'un 1 en 0 ou un 0 en 1 dans l'ensemble des données du bloc, eh ben, l'identifiant va être très différent. Okay. Donc, ça permet de vérifier comme ça que un bloc n'a pas été modifié, puisque si on connaît son identifiant, on peut le recalculer à partir des données qu'on a et voir si ça correspond. Okay. Et dans la structure de chaîne, elle va être créée, quand on dit qu'on rajoute un bloc à la chaîne de blocs qu'est le registre, c'est qu'en fait, un nouveau bloc qu'on ajoute, il va contenir dans ses données l'identifiant du bloc précédent. Et donc, si je veux modifier quelque chose à un endroit du registre, pour le rendre cohérent, le registre, il faudrait que je modifie dans le bloc suivant de celui que j'ai voulu modifier l'identifiant du bloc que j'ai modifié pour que ça ne se voit pas que j'ai modifié le registre. Mais du coup, j'ai modifié le nouveau bloc, et donc son identifiant à lui doit changer aussi. Et donc, il faudrait que je modifie le suivant. Et on a une réaction en chaîne, c'est une chaîne, donc c'est normal qu'il y ait une réaction en chaîne. Okay. Et donc, ce chaînage, il permet de vérifier avec juste l'identifiant du dernier bloc l'intégrité des données de tout le registre. Ça va pour tout le monde à peu près là? Ouais, super. Et donc, c'est comme ça qu'on va simuler l'immuabilité. Ok. En fait, on est capable de vérifier l'intégrité des données. Ça va? Ok, très bien. Donc ensuite, il y a la distribution, le fait que tous les participants doivent avoir leur copie. Donc, quand les participants ils se sont mis d'accord sur un bloc à ajouter au registre, eh ben, ce bloc il va être transmis de façon pair à pair sur le réseau, de proche en proche, à l'ensemble des participants du réseau. Chacun va pouvoir indépendamment vérifier la validité du bloc. Il y a des conditions pour que le bloc soit valide, notamment qu'il ne contienne que des transactions qui sont valides, et l'ajouter à sa copie locale du registre. Okay. Si tout va bien, évidemment. Sinon, c'est un truc qui ne devrait pas être là, on le refuse et voilà. Et c'est comme ça qu'on va mettre en œuvre la distribution. Ça va aussi? Okay. Il n'y avait pas de piège, en fait, si. Je vous ai dit, les participants se sont mis d'accord. Mais on a fait l'hypothèse au début qu'on ne se met pas d'accord avec les autres. Les autres sont méchants. Les autres nous veulent du mal parce que c'est nous qui devons gagner tout l'argent. Okay. Donc, s'assurer de l'unicité dans un contexte de défiance généralisée, c'est compliqué. Okay. En fait, on ne s'est pas mis d'accord. Si on était capable de se mettre d'accord, genre d'être des gens qui se parlent, par exemple, on n'aurait pas besoin de cette technologie. Okay. Donc, comment on fait pour garantir l'unicité du registre, c'est-à-dire que toutes les copies sont identiques? Déjà, à quoi ça nous sert que ce registre il soit unique? Parce que ça serait pas c'est pas pour tous les usages que c'est utile d'avoir une copie identique partout. On pourrait avoir des petites variations locales. Ça arrive pour plein de choses qui ressemblent beaucoup à des blockchains mais qui n'en sont pas. L'idée, c'est que cette technologie, elle a été inventée pour stocker des transactions en crypto-monnaie. S'il y a des registres différents qui coexistent, il peut y en avoir un où j'ai déjà dépensé mes crypto-trucs et l'autre où je ne l'ai pas encore fait, où je peux le refaire. Et donc, quand ce qu'on veut, c'est stocker des transactions en crypto-monnaie, c'est pas comme une pièce de monnaie physique. Une pièce de monnaie physique, quand je l'ai donnée à quelqu'un, je ne l'ai plus, je ne peux pas la redépenser. À partir du moment où c'est juste un jeu d'écriture, il faut bien s'assurer que quand on enlève quelque chose de quelque part et qu'on le rajoute autre part, on le fait qu'une fois. Okay. Donc on a besoin que ce registre il soit unique, c'est-à-dire que toutes les copies soient strictement identiques à tout moment, parce que sinon, on peut avoir ce qu'on appelle de la double dépense, c'est-à-dire quelqu'un qui ne possède que un machin coin et qui va le dépenser deux fois, par exemple.
ok, qui va dépenser 2 machin coins. Donc, c'est pour ça qu'on a absolument besoin de cette unicité. Alors, garantir l'unicité d'un registre, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. C'est même très simple quand, en fait, la gestion du registre, elle est centralisée. C'est-à-dire qu'il y a un acteur qui fait autorité. On lui demande c'est quoi la vraie version du registre. Il nous dit ça. On dit ah, d'accord. Et c'est celui-là qui fait foi. Ok. Là, l'idée, c'est que ben, on peut pas faire ça parce qu'il faudrait faire confiance à cet acteur et que on veut faire confiance à personne. Ok. Pour le contexte, Bitcoin, donc la crypto-monnaie, crypto-actif qu'il faudrait dire plutôt, pour laquelle la technologie blockchain a été inventée, ça arrive fin 2008, juste après la grosse crise financière, bancaire d'abord, euh, voilà, des subprimes, etc. Donc il y a une défiance envers l'autorité centrale qui est vue comme les banques, on voit les banques comme une autorité centrale, et c'est dans ce contexte-là que ça naît. Ok. Donc, soit on est dans une situation centralisée et c'est facile, soit on est dans une situation distribuée, c'est-à-dire où il y a plusieurs participants qui pourraient vouloir des choses différentes. Ok. Et dans ce cas-là, ben, avoir un registre unique, c'est possible si les participants coopèrent pour faire en sorte que le registre soit unique. Ok. Quand on fait du développement logiciel, par exemple, on travaille à plusieurs. Et si on veut que l'ensemble des développeurs et développeuses d'un même projet continuent d'avancer en rajoutant du code sur le même projet logiciel, bah, il faut que chacun se mette à jour avec le code des autres. Et c'est un truc qui ressemble beaucoup à une blockchain qu'on utilise, mais qui n'en est pas une parce qu'il n'y a pas ce besoin de consensus autoritaire, en quelque sorte, parce qu'on se met d'accord, on coopère, on participe au même projet. Okay. Et donc là, ça fonctionne. Bon. Dans le cas des blockchains, bah, on fait confiance à personne par hypothèse. Donc coopérer, ce n'est pas une option. On ne peut pas se mettre d'accord. C'est par hypothèse, c'est pas quelque chose qui est possible. Okay. Donc la seule solution, de la même manière que pour l'immuabilité, on l'a fait en simulant cette propriété via l'intégrité du registre, et ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler la centralisation du registre. Okay. Et donc, pour simuler cette centralisation, et ben en fait, on va avoir besoin de résoudre un problème qui s'appelle le problème du consensus distribué. C'est un problème d'informatique théorique où l'idée, c'est justement bah, de simuler un consensus comme si on se mettait d'accord, ok, autour de bah, le prochain bloc à ajouter, une valeur quelconque. Et c'est un problème d'informatique qui à la base se pose par exemple sur, bah, je sais pas, vous avez un réseau de capteurs dans la salle. C'est une très grande salle, elle a un énorme volume. À chauffer, c'est pas évident. Si on met juste un thermomètre quelque part, il va peut-être croire qu'il fait froid là-haut, alors que, bon, plutôt en bas, ou qu'il fait trop chaud là-haut, par exemple. Et du coup, on va éteindre le chauffage, alors qu'en fait, en bas, on se les gèle. Bon, bah, on veut pas ça, donc on va mettre des capteurs à plusieurs endroits. Il faut que ces capteurs se mettent d'accord sur la température moyenne de la salle, par exemple. Alors, bon, dans cet exemple-là, ça pourrait être assez simple parce qu'on pourrait faire un calcul à partir des différentes données qu'on agrège. Mais il y a des situations où ben, on veut pouvoir voilà, se mettre d'accord sans avoir les mêmes intérêts. Voilà. Et donc, c'est résoudre ce problème-là. Alors, le problème du consensus distribué, du coup, l'idée, ça va être de se mettre d'accord sur une valeur, n'importe laquelle. L'essentiel, c'est qu'à la fin, tout le monde voit la même valeur. Ça ne veut pas dire que c'est la valeur voulue par la majorité. Ok. Et dans le cas d'une blockchain, cette valeur, ça va être notre prochain bloc qu'on va vouloir rajouter au registre. Okay. On est dans un contexte de défiance généralisée, donc on fait confiance à personne, et on ne connaît pas l'ensemble des participants. Okay. Si on connaissait l'ensemble des participants, on pourrait juste faire chacun son tour, dit ce qu'il veut rajouter, et puis à la fin c'est terminé. Okay. Ou alors on pourrait faire un vote, ou alors on pourrait faire ça. Là, on ne peut pas organiser ce genre de choses, on ne connaît pas l'ensemble des participants, et il y a de toute façon personne à qui on fait suffisamment confiance pour, par exemple, dépouiller le vote ou ce genre de choses. Okay. Donc, c'est impossible de satisfaire tout le monde, c'est impossible d'organiser un vote, c'est impossible de faire chacun son tour. Donc, la seule solution qu'on a trouvée, qui a été trouvée par le ou les Satoshi Nakamoto, qui ont créé Bitcoin, c'est de recourir à un tirage au sort non contestable. Donc, comment on va mettre en œuvre un tirage au sort non contestable dans un contexte distribué? C'est là qu'il y a eu la bonne idée technique, pas politique, pour créer ce truc qui va devenir Bitcoin et les blockchains. Donc, illustration de ce que c'est un consensus distribué. Si on est dans un cas avec une autorité centrale,
bah, le serveur central, il donne une valeur et tout le monde dit d'accord. Ok. Si on est dans un cas distribué, bah, chacun propose une valeur, on fait tourner l'algorithme et à la fin, il n'y en a qu'une seule qui est retenue. Ok. Si vous avez fait attention, cette valeur 42 qui a été retenue, je l'ai juste repris parce que c'était plus simple par rapport à l'image d'avant, mais elle a été proposée qu'une seule fois alors qu'il y avait plusieurs valeurs qui avaient été proposées plusieurs fois. Ok. Comme je vous ai dit, on a résolu le problème du consensus distribué si à la fin, tout le monde voit la même chose. Même si cette chose, il n'y a qu'une personne contre 10 millions qui la veulent. Qui la veut du coup. Ouais. Donc comment on fait pour faire ça? Eh ben, ce tirage au sort non contestable, c'est le fameux minage dont vous avez peut-être déjà entendu parler dans les blockchains et les crypto-monnaies. Les gens qui disent je mine du Bitcoin, les mineurs de Bitcoin, etc. Eh ben, c'est ça qu'ils font, en fait. Donc, ce minage, il peut se faire avec essentiellement, il y a deux grandes familles de méthodes, la preuve de travail et la preuve d'enjeu. C'est la preuve de travail qui est la plus utilisée parce que Bitcoin est de très loin la crypto-monnaie la plus importante, de très 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 loin, et qu'elle utilise cette méthode-là. Donc le principe de la preuve de travail, c'est de faire un paquet de calculs parfaitement inutiles. C'est important au niveau de la sécurité qu'il soit inutile. C'est un petit peu subtil pourquoi, mais c'est important qu'il soit inutile jusqu'à ce qu'on trouve par hasard une solution à une inéquation de la forme. Je calcule un condensat cryptographique de mon bloc auquel j'ajoute une petite valeur que je vais changer à chaque fois. Et le résultat de ça, le fameux nombre qui identifie le bloc auquel j'ai rajouté ce x là que je peux changer, il doit être inférieur à un certain seuil. Ok. Je vais changer le bloc, je sais ce que je veux mettre dedans. Et donc, je vais juste à chaque fois changer le x, refaire le calcul et voir si par hasard, mon condensat cryptographique, il est plus petit que ce seuil. Et je vais faire ça en boucle en changeant le x à chaque fois. Donc, en fait, au début, je vais mettre x à 0, puis à 1, puis à 2, puis à 3, puis à 4, etc. Et je vais le faire plusieurs millions ou milliards de fois jusqu'à trouver par hasard un x qui fait que le condensat cryptographique de mon bloc avec cette donnée x en plus rajoutée dedans soit inférieur à un certain seuil qui est le seuil de difficulté. Plus ce seuil il est petit, plus ça va être difficile de tomber par hasard sur un nombre qui est aussi petit. Ok. L'idée c'est que le condensat cryptographique il est fait de telle sorte, la fonction cryptographique est faite de telle sorte que c'est impossible de savoir qui va trouver en premier. Parce qu'en fait chacun a un bloc différent, pour des raisons qu'on verra après, mais en gros chaque bloc contient une récompense et chacun veut se l'attribuer à soi-même. Ok. Donc même si toute chose égale par ailleurs, rien que pour ça, les blocs sont tous différents. Mais en fait, il y a aussi des gens qui veulent prioriser certaines transactions sur d'autres, des gens qui veulent censurer certaines transactions peut-être, etc. Donc il n'y a pas tout le monde qui fabrique le même bloc à rajouter au registre ensuite. Ok. Et donc on peut pas, comme les gens ont des blocs différents, pour chaque bloc, le plus petit x qui va satisfaire cette contrainte ne va pas être le même. Et donc peut-être qu'il y a quelqu'un, par chance, le x, ça va être seulement quelques millions, et pour les autres, ça va être plusieurs dizaines de milliards. Et donc celui pour qui c'est quelques millions va trouver en premier. Ok. Sauf s'il a une puissance de calcul très inférieure à ceux qui doivent aller jusqu'à quelques milliards, et donc ils vont y arriver en premier. En tout cas, si on imagine que tout le monde a la même si on imagine que tout le monde a la même puissance de calcul, et même avec des puissances de calcul différentes, on ne peut pas vraiment prédire à l'avance qui va trouver en premier. Par contre, une fois que quelqu'un a trouvé, il suffit qu'il donne son bloc et le x, et n'importe qui peut juste faire un calcul simple, juste recalculer le condensat cryptographique de ça, et vérifier que c'est bien inférieur au seuil sur lequel on s'est mis d'accord. Bon, on s'est pas vraiment mis d'accord, il est imposé le seuil par le protocole. Ok. Et du coup, c'est la preuve de travail. C'est la preuve que on a fait tous les calculs pour trouver ce x. Parce qu'il n'y a pas moyen de calculer le x à partir du bloc. Ok. Ça va pour tout le monde ça? Un peu plus flou, hein. Donc, en gros, l'idée c'est que il y a plein de calculs à faire. C'est pas des solutions d'équations mathématiques compliquées. C'est pas des trucs qui vont résoudre des problèmes de chimie, de médicaments, de tout ça. Ok, c'est des calculs inutiles. Juste on calcule des condensats cryptographiques de choses dont on ne se resservira jamais. Ok. Et à un moment donné, on en trouve un qui satisfait une contrainte arbitraire, qui n'a pas de sens profond, qui n'a pas de... Voilà, c'est juste une contrainte arbitraire, qui sert à déterminer à peu près le rythme auquel on trouve des nouveaux blocs, c'est tout. Et une fois que c'est trouvé, par la première personne qui l'a trouvé, il peut diffuser sur le réseau une preuve qu'il l'a trouvé. Et donc,
comme on ne pouvait pas prédire qui allait trouver à l'avance, il y a besoin de faire confiance à personne et on décide que ce mécanisme-là, il permet de faire un tirage au sort de la première personne qui va trouver. Okay, et donc, du coup, cette personne, on va prendre son bloc et ça sera celle-là, ça sera celui-là, le prochain bloc qu'on ajoute au registre. Okay, ça consomme beaucoup d'énergie, ce qui pollue. Et donc, il y a des gens qui n'aiment pas trop ce truc-là et qui ont essayé d'inventer une méthode alternative qui s'appelle la preuve d'enjeu. Cette fois-ci, l'idée, c'est que on va affaiblir un peu nos hypothèses de défiance généralisée, parce que la preuve d'enjeu, c'est pas aussi solide que la preuve de travail toute seule. Et donc, on va avoir des participants un peu particuliers qui vont avoir le droit de faire les tirages au sort, qui vont être très surveillés. Euh, et l'idée, c'est que ce tirage au sort, il va être pondéré par une mise. Et cette mise, c'est un montant de crypto-monnaie qui va être bloqué, parié, quoi, si vous voulez. Alors, elle n'est pas en jeu au sens où on ne peut pas la perdre, mais elle est bloquée. Et plus on a bloqué un gros montant depuis le plus longtemps, plus on a de chances d'être tiré au sort. Et donc, comme toutes ces informations-là sont publiques, sont disponibles sur le registre, le résultat du tirage au sort n'est pas censé surprendre. Voilà, donc on est censé y faire un peu plus confiance. Donc ça pose aussi plein de problèmes de concentration, etc., que vous pouvez imaginer. Euh, L'idée, c'est que plus on est capable de miser gros, plus on a d'enjeux à être de confiance, parce que si on fait n'importe quoi, eh ben, l'espèce de registre magique purement jeu d'écriture, relié à rien dans la vraie vie, dans laquelle on a investi beaucoup, il vaut plus rien si on n'y fait plus confiance. Ok, voilà. Donc c'est moins solide que la preuve de travail en termes de sécurité, c'est rarement autosuffisant. Souvent, il y a un peu de preuve de travail quand même rajoutée derrière. Enfin, il y a différentes méthodes pour mettre ça en œuvre. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est surtout que, en fait, une blockchain, ça ne peut pas fonctionner sans crypto-monnaie. Puisque le coût de la preuve de travail, il est tel qu'il faut une récompense. Et que si cette récompense, elle n'est pas donnée en crypto-monnaie intrinsèquement existante sur cette blockchain, elle est distribuée en autre chose d'extérieur et il faut faire confiance à la personne qui distribue cette autre chose. Et ça nous sort de notre cadre. Okay, donc cette récompense, elle doit provenir intrinsèquement de la blockchain et la seule solution, c'est que ce soit de la crypto-monnaie de cette blockchain, okay, qui est nouvellement créée pour récompenser la personne. Dans le cas de la preuve d'enjeu, il faut qu'il y ait un enjeu à miser. Et si on veut que les enjeux soient sûrs, qu'il n'y ait pas de triche, etc., tout ça doit être aussi du jeu d'écriture sur le registre auquel tout le monde a accès, etc., etc. Et il faut bien qu'il y ait une crypto-monnaie à miser. Donc en fait, une blockchain, ça ne peut pas fonctionner sans crypto-monnaie. Donc les gens qui disent non mais moi je vais faire une blockchain mais c'est pas pour faire de la spéculation, c'est pour résoudre tel problème de je sais pas distribution alimentaire, j'ai déjà vu ça par exemple. En fait, soit ils comprennent pas de quoi ils parlent, soit ils vous mentent, soit parfois les deux, souvent les deux. Voilà. Donc cette crypto-monnaie, pour qu'elle puisse jouer son rôle, il faut qu'elle ait une valeur. Donc comment on fait pour donner une valeur à un truc qui n'est rien d'autre qu'un jeu d'écriture? Et c'est un jeu d'écriture vraiment au sens où c'est lié à rien dans la vraie vie. Okay, personne ne vous demande de payer des impôts en la crypto-monnaie en question. C'est pas comme des actions, par exemple, qui correspondent quand même à un titre de propriété de quelque chose qui existe. Je sais pas, des brevets, des bâtiments, des outils, voilà, d'une entreprise. C'est vraiment juste un pur jeu d'écriture lié à rien dans la vraie vie. C'est un outil purement spéculatif. Okay, et ben justement, l'idée, c'est que dans le mode de pensée très libéral, libertarien même, très individualiste, etc., en fait, la valeur d'une chose, ce n'est entendu que comme valeur marchande. Okay, d'ailleurs, souvent, ces gens-là, ils précisent pas de quel type de valeur ils parlent, valeur d'usage, valeur marchande, etc. La valeur, c'est de l'argent, point. Et donc, elle est aussi pensée, cette valeur, comme étant purement le fruit d'une loi de l'offre et de la demande, et donc directement corrélée à la rareté de la chose en question. Okay, donc, comment on fait pour faire en sorte que ça vaille quelque chose? On organise artificiellement la rareté et un marché. Okay, et donc, tout simplement, on va en limiter la quantité. Donc, par exemple, pour Bitcoin, il a été décidé de manière parfaitement arbitraire qu'il y en aurait 21 millions maximum, et c'est tout.
jamais plus, ok? Et il y a un algorithme de distribution qui garantit que au début on en distribue beaucoup, puis on en distribue de moins en moins, jusqu'à ce qu'un jour on en distribue zéro, et qu'il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Donc on garantit le fait que ce soit rare, voilà, comme ça, et donc que ça puisse avoir une valeur marchande. Donc finalement, la valeur d'un cryptoactif, c'est très exactement ce que le prochain pigeon est prêt à payer pour. D'où l'énergie colossale déployée pour avoir des nouveaux pigeons régulièrement. Vous avez tous les jours une demi-heure minimum sur BFM consacrée aux crypto-monnaies, par exemple. Ok, de la propagande. Donc c'est un peu à rapprocher des. Alors c'est pas la même chose, hein, mais c'est à rapprocher des pyramides de Ponzi, des pratiques de pump and dump et tout ça. En théorie, en économie, ça s'appelle la théorie du plus grand fou. La théorie du plus grand fou. Voilà. Donc vous pouvez aller voir la page Wikipédia théorie du plus grand fou. C'est un concept économique voilà, qui existe et qui parle exactement de ce type de situation. Donc les crypto-monnaies, ce sont des actifs. C'est pas de la monnaie, c'est des actifs purement spéculatifs. Voilà. Quelque chose à retenir déjà. Donc on va revenir un petit peu maintenant qu'on a vu ce que c'est toutes ces choses-là. On va regarder un petit peu, on va revenir sur quelques points de vocabulaire pour essayer de détricoter déjà les mots qu'on nous impose d'utiliser pour parler de cette technologie et voir s'il n'y a pas des choses cachées derrière, quoi. Donc déjà on nous parle de consensus. On dit on résout le problème du consensus distribué. Moi, j'ai régulièrement été confronté à des gens qui me disent des choses aussi absurdes que mais toi, tu votes que tous les 5 ans. Moi, avec Bitcoin, je vote toutes les 10 minutes. Parce que dans Bitcoin, le protocole fait en sorte qu'on trouve un bloc toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, le consensus est atteint. Ok. En fait, il y a une récompense qui sert à motiver les gens à participer. Et cette récompense, chacun essaye de se l'auto-attribuer. Donc en fait, il n'y a aucun mineur qui propose le même bloc. Donc ce qui se passe toutes les 10 minutes, dans Bitcoin par exemple, c'est qu'on s'est mis d'accord, on a atteint le consensus distribué au sens informatique du terme, en choisissant au hasard une valeur qui est voulue par un contre littéralement tous les autres participants. Donc en fait, c'est le sens de consensus le plus éloigné possible de celui du sens du langage courant. En fait, c'est une mise en concurrence généralisée, systématique, qui se passe. Ok. Donc c'est vraiment voilà, un exemple de l'usage du vocabulaire dans le microcosme des blockchains. On parle de consensus. En fait, c'est une mise en concurrence. C'est tout l'inverse. Okay. On parle de minage. Donc, cette analogie, moi, au début, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai naïvement pensé que c'était un choix qui avait été fait de médiation, de vulgarisation, okay, qui était arrivé après, où les gens disaient, bon, bah oui, Bitcoin, en fait, ça a une valeur, donc c'est comme si les gens, ils allaient à la mine chercher des pépites d'or, voilà, des choses comme ça. Okay. En fait, non, l'analogie, elle est déjà présente dans l'article qui introduit Bitcoin, et c'est pas du tout le fruit d'une tentative de vulgarisation, c'est vraiment un choix de conception. Et ce choix de conception, il est extrêmement marqué politiquement. Déjà, économiquement, vouloir recréer de l'or virtuel, ça montre un peu le système de défiance dans lequel on se place. Si vous avez une monnaie métallique qui est basée sur un métal précieux, quand vous avez une pièce de 10 grammes d'or, elle vaut 10 grammes d'or parce que elle-même vaut ça. Il n'y a pas besoin de faire confiance à qui que ce soit. Ok. La monnaie porte en elle-même sa valeur, si vous voulez. Et ce truc-là, c'est quelque chose qui, dans certains courants économiques et politiques, très à droite, c'est une volonté de revenir à l'étalon or et des choses comme ça, parce qu'il y a cette défiance de la monnaie de dette. Okay, parce qu'une dette, en fait, ça a de valeur que si on fait confiance au fait qu'elle soit remboursée. Et la confiance sociale, on veut pas du tout que ça existe dans ce monde-là. Okay. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect de vouloir rendre ça rare, difficile d'accès, etc. Donc, vous avez par exemple dans Bitcoin des choix techniques qui ont été faits en fonction de la décision d'avoir utilisé cette analogie. Par exemple, il y a l'idée que des bitcoins, on en trouve de moins en moins. Toutes les 10 minutes, on en trouve. On en fabrique, si vous voulez, plus exactement, parce que trouver, c'est rester dans l'analogie de la mine, là. Mais toutes les 10 minutes, on en fabrique, mais régulièrement, tous les 4 ans, on divise par 2 le montant qui est fabriqué toutes les 10 minutes.
Et l'idée, c'est écrit comme ça dans le papier, de la même manière que, au fur et à mesure qu'on a extrait de l'or des mines, il y en a de moins en moins dans les mines et donc il est plus difficile à trouver. Ok. Et puis, le fait de dire mineur, ça introduit une confusion qui profite toujours au même camp politique, entre les travailleurs et les capitalistes. Parce que normalement, les mineurs, c'est ceux qui descendent dans la mine, c'est pas ceux qui possèdent la mine et l'outil de travail. Là, on parle des gens qui possèdent les machines qui font les calculs. On ne parle pas des gens qui font les calculs. Il y en a pas, c'est les machines qui font les calculs. Ok. Ce ne sont pas des travailleurs, ce sont des possesseurs, les gens qu'on appelle des mineurs. Ils possèdent les moyens de production de cette monnaie. Donc il y a une confusion qui est introduite à ce niveau-là. Voilà. Donc en fait, si on regarde un petit peu tout ça, cette idéologie libertarienne ultra-individualiste, elle est inscrite dans les fondements même du fonctionnement de la technologie. Okay, la technologie n'est absolument pas neutre. Ensuite, on nous parle de cash, on nous parle de pair à pair, on nous parle de portefeuille de crypto-monnaie. Et tout ça, c'est aussi pour nous faire croire quelque chose, parce que c'est pas du cash, c'est des transactions, ça ressemble plus à un virement interne. Okay. Du cash, ça a la propriété que ça peut être fait entre deux individus sans que quiconque d'autre soit au courant et sans même dépendre de quiconque d'autre. Là, une transaction ne peut avoir lieu que si elle est inscrite dans le registre. Donc en fait, à la vue de tous déjà, mais surtout, c'est pas du tout fait de manière pair à pair. Le fonctionnement du réseau sous-jacent, il est pair à pair et décentralisé. Mais le fonctionnement des transactions de la crypto-monnaie n'est pas pair à pair. C'est une inscription sur un registre dont on simule la centralisation. Okay. Donc en fait, ce n'est pas du cash, c'est pas un échange de liquide, c'est vraiment c'est l'équivalent de virement d'un compte d'une banque à un autre compte d'une même banque. Et voilà. Donc, c'est vraiment purement un jeu d'écriture, quoi. Donc, même l'article qui introduit Bitcoin et les blockchains, donc le titre c'était Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Il y a deux mensonges dès le titre, quoi. C'est pas du cash, et le cash n'est pas peer-to-peer, il n'est pas pair à pair. Ok. C'est pas acentré, si vous voulez. Et donc, même souci avec la notion de wallet, là, les portefeuilles, c'est donc les logiciels qui servent à utiliser la crypto-monnaie, qu'on appelle des wallets ou des portefeuilles en français, et qui font penser aux portefeuilles où on met un porte-monnaie, quoi, où on met euh, de la monnaie liquide, alors qu'en fait, ce sont des comptes. Ça gère plutôt des choses comme des comptes en banque. Ok. Donc, une transaction en crypto-monnaie, c'est pas du cash, c'est l'équivalent d'un virement interne sur cette blockchain, sur la blockchain dont il est question qu'on est en train d'utiliser. Ok. Ok. Donc ensuite, il y a cette notion de crypto-monnaie. Voilà. Donc si on demande à des économistes c'est quoi une monnaie, alors bon, déjà ils commencent par se disputer parce que c'est très compliqué, évidemment. Mais un truc qui fait à peu près consensus, à peu près, c'est qu'une monnaie, pour être qualifiée comme telle, elle doit pouvoir servir de réserve de valeur, d'unité de compte et d'intermédiaire d'échange. Et si on regarde un petit peu ces propriétés-là pour une crypto-monnaie, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, il vaut mieux appeler un crypto-actif si on veut être techniquement rigoureuse, exact. Euh, En termes de réserve de valeur, c'est assez catastrophique parce que c'est extrêmement volatile étant donné que c'est purement spéculatif. Ok. Donc en faire une réserve de valeur, c'est très hasardeux, ça marche pas vraiment. Ok. Unité de compte, c'est exactement pareil. Et si vous regardez même sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies, les taux de crypto-monnaies entre elles sont donnés en dollars ou en euros, pas en une crypto-monnaie. Okay. Donc même les gens qui utilisent ça tous les jours, ils l'utilisent pas comme unité de compte. Okay. Et intermédiaire d'échange, en pratique, ça n'arrive quasiment pas. Vous pouvez pas aller à la boulangerie payer votre baguette en Bitcoin. Okay. Ça pourrait arriver. Alors, il faudrait que le boulanger soit patient et il faudrait que vous payiez votre baguette très très cher. Parce que des transactions, ça arrive que toutes les 10 minutes. Et si vous voulez être sûr que votre proposition de transaction soit dans le prochain bloc qui va être miné, il va falloir proposer des frais de transaction très élevés pour être sûr qu'elle va être prise, et mise dans le prochain bloc donc ça veut dire pour être sûr qu'elle va être sélectionnée et mise dans le bloc que seront en train de miner les mineurs majoritairement pour que, quel que soit celui qui sera sélectionné, votre transaction y apparaîtra. Okay. Si vous ne faites pas ça,
Il y a des gens qui vous proposent, hein, il y a des pubs dans le métro à Paris, par exemple, pour des entreprises slash banques, mais c'est pas vraiment des banques, c'est pas régulé pareil et tout ça, qui vous proposent des espèces de cartes bleues qui vous permettent de payer avec vos bitcoins. Ok. Mais en fait, vous sortez complètement du modèle du truc, c'est juste que vous faites une confiance aveugle à cette banque-là, à cette entreprise-là, et qu'en fait, elle va s'arranger pour récupérer la transaction Bitcoin plus tard et va payer à votre place à ce moment-là. Ok. On sort complètement de l'intention originelle de la chose. Ok. On a réintroduit un acteur central de confiance, etc. Sinon, on ne peut pas payer tous les jours avec ça. Ok. Bon, mais même si on pouvait, en fait, cette propriété-là, c'est à ce moment-là, les points de fidélité, les miles, les tickets de kermesse et tout, c'est pas de la monnaie. Ok. Ou alors c'est de la monnaie très locale, temporaire, etc. Si on veut se mettre d'accord sur ce terme. Qu'est-ce qui. Ah. Pourquoi il veut pas que. Ouais. Je sais pas pourquoi cette page-là est noire, mais donc désolé, c'est grisé. Donc, ce que j'ai écrit là, je ne suis pas sûr que vous voyez bien, c'est que par ailleurs, la monnaie, par nature, c'est de la dette. Depuis le début, le mythe originel du troc et que finalement, c'était pas pratique, alors on a créé de la monnaie et tout, c'est pas vrai. Les anthropologues qui ont étudié ça, notamment David Graeber avec son bouquin Dette, 5000 ans d'histoire, montrent que depuis le début, la monnaie, c'est de la dette, c'est une reconnaissance de dette, c'est juste qu'on dit, bah, tu m'as filé tant de trucs, ben en fait, il n'y a jamais aucun moment où j'ai dit ah moi j'ai des lapins et toi tu as des tomates, on va échanger, ok. Dès le début, ça a été genre bah, je te file 5 tomates, tu me rendras bien un truc un jour. Et si j'avais rien et que j'avais besoin d'autre chose, on pouvait s'échanger ce truc de dire bah regarde lui il me doit tant, il te les devra à toi. Et puis voilà, ok. Et ces trucs-là sont été mis sur des équivalents de ce qui serait aujourd'hui du papier, et la monnaie est apparue comme ça. Sauf que si on accepte cette forme de monnaie-là, eh ben, on a besoin de la confiance sociale dans le fait que la dette sera remboursée pour que cette dette ait une valeur. Et comme on ne veut pas faire confiance, dans le cadre des blockchains, c'est compliqué. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en tout cas, c'est compliqué, que la monnaie, c'est pas un truc politiquement neutre, c'est pas idéologiquement vide, etc. La forme de monnaie qu'on utilise, c'est politique. Okay. Le contrôle qu'on accepte d'avoir ou non sur la monnaie, sur sa création, sa destruction, etc., c'est des instruments politiques extrêmement puissants, des leviers d'action ou pas, du coup, si on les a pas, potentiellement extrêmement puissants, et que donc c'est pas neutre. On peut pas dire qu'on va faire un modèle économique sans modéliser la création monétaire, sans pouvoir la contrôler démocratiquement, etc. Et donc, bah, il y a un problème là dans les blockchains où il y a quelqu'un qui a décidé arbitrairement en 2008, qu'on ne sait même pas qui c'est, quel serait par exemple pour Bitcoin le rythme de création sans qu'on ait aucun contrôle sur la destruction. Ok. Donc, c'est quoi les limites du coup de cette technologie? On arrive à la partie plus critique de l'exposé technocritique, puisque maintenant on voit à peu près comment ça fonctionne et quels étaient les pièges tendus par le vocabulaire utilisé pour en parler de base. Okay. Bon, déjà la première limite, c'est que finalement, une blockchain, c'est un peu la solution de son propre problème. On a vu que s'il n'y a pas d'autorité ou de tiers de confiance, euh, on a besoin d'une blockchain pour faire une crypto-monnaie. Ok. Mais dans tous les cas où il existe naturellement une autorité ou un tiers de confiance, on n'a pas besoin de cette technologie. On peut toujours faire autrement. Ok. Bon, si on est effectivement dans une situation de défiance généralisée, ça veut dire aussi qu'on n'a aucun tiers qui peut assurer que ce qu'on écrit dans le registre est vrai dans la vraie vie. Donc ça veut dire que le registre, il n'est utile si on est effectivement dans cette situation qui rend nécessaire cette technologie-là. Il ne peut en tout cas garantir son utilité, son rôle, que si ce qu'on écrit dedans, c'est nécessairement vrai, parce que c'est l'écriture qui définit la vérité. Okay, parce que l'écriture est performative. On va y revenir après. Ben, en fait, du coup, la seule application possible, c'est les crypto-monnaies. Parce qu'il n'y a que pour une transaction que elle a eu lieu parce qu'elle est écrite. Parce que c'est purement un jeu d'écriture. Dès que vous voulez faire autre chose avec, bah, en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous assure que ce que vous avez écrit, ça correspond à ce qui s'est passé dans la vraie vie. Et votre blockchain, elle n'est pas plus magique que du papier pour ça, quoi. Okay.
Donc finalement, on a vu qu'une blockchain, ça a besoin d'une crypto-monnaie pour être mise en œuvre, pour être réalisée, pour fonctionner, et qu'en fait, la seule application, c'est les crypto-monnaies. Bon. Du coup, il faut décider, est-ce qu'on veut un actif purement spéculatif pour jouer avec ou pas. Voilà. En tout cas, blockchain et crypto-monnaie sont chacun les solutions et les problèmes de l'une de l'autre. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, ensuite, il y a le problème comme limite, il y a le problème du surcoût systématique. Très souvent, on nous dit, par exemple, mais en fait, la blockchain, elle va coûter tant par rapport à l'alternative qu'on aurait pu utiliser à la place comme technologie. Ok. Moi, ce que je défends, et qui est rarement dit et expliqué, c'est qu'en fait, une blockchain, c'est jamais à la place, c'est toujours en plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on veut vérifier la validité d'une transaction, eh ben, il faut vérifier que l'émetteur ou l'émettrice de cette transaction dispose bien des bidules qu'elle transmet. Okay. Pour ça, une blockchain, c'est une structure de données extrêmement inefficace, puisque le principe, c'est qu'on stocke des transactions, c'est-à-dire on stocke les modifications de l'état du système. On ne stocke pas qui possède quoi, on stocke qui a donné quoi à qui. Et donc pour savoir si, quand Alice veut transférer 10 bitcoins à Bob, pour savoir si Alice possède bien ces 10 bitcoins, bah, il faudrait qu'on reparte du début et qu'on parcourt toutes les transactions qui ont eu lieu et qu'on vérifie bien si ces 10 bitcoins sont bien à un moment donné arrivés sur le compte de Alice et qui n'en sont jamais repartis jusque-là. Ok. Ça, ce serait beaucoup trop inefficace à faire. Donc, si on dispose que du registre, bah, on ne peut pas en fait l'utiliser. Ok. Donc, ce qu'il faut qu'on ait, c'est la solution alternative que fait par exemple votre banque, etc., qui du coup, elle tient des comptes centralisés, bah, c'est de savoir exactement qui possède quoi à quel moment. C'est-à-dire avoir l'état du système et pas la liste de ces modifications qui ont conduit à cet état. Ok. Et bah donc en pratique, on est obligé de la maintenir, cette base de données. Donc elle va exister quand même, mais elle va exister chez autant de personnes qu'il y a de participants qui veulent pouvoir vérifier les transactions. Donc non seulement à la place de l'avoir une fois, un endroit, dans une institution à laquelle il faut faire confiance, mais non, il faut s'arranger pour pouvoir la contrôler démocratiquement, etc. etc. Je ne dis pas du tout que c'est le cas des banques actuellement, hein, qu'on soit bien clair, mais on pourrait imaginer des banques socialisées ou j'en sais rien, voilà, qui sont gérées convenablement, ok, et dans l'intérêt des gens et pas des intérêts économiques qui ne sont pas les nôtres. Mais en tout cas, là, il faut que chacune qui participe refasse ce que fait la banque. Ok. Donc non seulement on a la blockchain en plus, mais en plus la technologie alternative, elle est dupliquée enfin répliquée, je sais pas comment on dit, multipliée par autant de fois qu'il y a de participants. Donc ça coûte beaucoup plus cher, quel que soit le type de blockchain, même si la blockchain, c'est très coûteux une blockchain, mais même si c'était qu'un tout petit peu coûteux, en fait ce serait systématiquement beaucoup plus coûteux. Il y a toujours un surcoût, c'est jamais à la place, c'est toujours en plus. Et en plus ça multiplie le nombre de fois. Voilà. Donc, c'est une catastrophe écologique. Si on prend l'exemple de Bitcoin, par exemple, le proof of work, la preuve de travail, en anglais, ça se dit proof of work, donc P-O-W. Il y a des gens qui appellent ça proof of waste, preuve de gaspillage. Ça fait PDG en français, c'est pas ma faute. Donc Bitcoin à lui seul, il consomme annuellement donc 80 mégatonnes de CO2, 140 TWh d'énergie électrique, 30 kilotonnes de déchets électroniques, ça produit ça, et 2000 gigalitres d'eau qui sont utilisés pour les refroidissements, pour toutes ces choses-là. Okay. Si on normalise ces chiffres pour avoir des données par transaction, alors c'est très compliqué de faire ça, c'est beaucoup au doigt mouillé, parce que typiquement, dans un bloc, il peut y avoir quelques centaines de transactions au maximum, mais il peut aussi y en avoir que deux, et dans ce cas-là, bah, en fait, ces deux transactions coûteront beaucoup plus cher, évidemment, puisque le bloc, il coûte la même chose, quelle que soit sa taille. Okay. Mais en gros, si on prend les transactions du réseau Visa, en comptant beaucoup de choses hein, dans le réseau Visa, et ben une transaction Bitcoin, ça consomme autant d'énergie qu'un demi-million de transactions Visa. Ok. Voilà. Encore une fois, je ne fais pas la pub de Visa, du tout, du tout, du tout. Ok. C'est juste pour donner un ordre de grandeur. Il y a un autre truc qui s'appelle la tragédie des communs.
et qui, alors que moi j'aime pas beaucoup, hein, parce que la tragédie des communs, c'est un truc d'économiste libéral qui veut nous faire croire que les communs, ça peut pas exister, ça peut pas marcher parce qu'il y a toujours quelqu'un d'égoïste qui va venir tout casser. Ok. Donc tragédie au sens de inéluctable, etc. Euh, je pense que c'est pas vrai et qu'on peut réussir en tant que humain et humaine à se mettre d'accord et à s'organiser, et à se donner des règles, etc. Enfin, c'est-à-dire la définition d'un commun, quoi. Et que donc ce truc de tragédie des communs, c'est pas vraiment censé être un concept qui existe. Ok. En tout cas, on peut s'en défaire. On peut, en tant que société, réussir à passer outre et à s'en protéger. Le problème avec les blockchains, c'est qu'on suppose une situation de défiance généralisée. On ne fait confiance à personne. Ok. Euh, et on veut pouvoir ajouter des nouveaux participants à tout moment, puisque si on connaît l'ensemble des participants, on n'a plus besoin de blockchain. C'était nos hypothèses de départ. Ok. Les nouveaux participants, pour pouvoir participer, il faut leur donner, pour le fonctionnement, tout l'historique du registre. Il faut qu'ils le récupèrent de quelqu'un, sans avoir à faire confiance à ce quelqu'un, qui pourrait leur donner un historique falsifié ou j'en sais rien. C'est compliqué à construire, mais voilà. Le registre, il fait que grossir. Au fur et à mesure qu'on rajoute des choses dedans, le registre, il grossit. Okay. Donc ça veut dire que son stockage et son partage, c'est de plus en plus coûteux. Si on est vraiment dans une situation de défiance généralisée et de concurrence, je n'ai aucun intérêt, moi, qui ai récupéré une fois l'historique du registre et qui depuis ait fait l'état consolidé, qu'à chaque nouveau bloc, je reconsolide ma petite version de la base de données locale des sorties de transactions qui n'ont pas encore été dépensées, c'est-à-dire de l'ensemble sur chaque compte de ce qui est arrivé qui n'est pas encore parti, okay, qui me permet de vérifier les transactions. Ce truc-là, moi, je l'ai, j'ai pas besoin de garder l'historique. Okay. Une fois que je l'ai fait, je me fais confiance pour le garder propre. Et quand il faut, je le mets à jour à chaque fois qu'il y a des nouvelles transactions. Et puis voilà. Okay. Si j'essaye vraiment de maximiser mes chances et tout, mes moyens, je ne vais pas les allouer à stocker ce truc de plus en plus lourd et à le partager à des nouveaux nouvelles à qui j'ai pas de raison de faire confiance, que j'ai aucune raison d'aider. Je vais au contraire allouer tous mes moyens à essayer d'avoir le plus de puissance de calcul possible pour avoir le plus de récompenses possible, etc., etc. Et donc, ça veut dire que moi qui suis le plus radin de tous les radins qui participent à ce truc-là, je vais arrêter en premier. Et du coup, le deuxième plus radin, eh ben, ce que je faisais moi comme travail, ça va se répartir sur les autres. Du coup, ça va devenir un peu plus cher pour le deuxième plus radin, etc., etc. Ok. Et à la fin, en fait, si on était vraiment dans une situation de défiance généralisée qui nous amène à dire qu'effectivement on a besoin de cette technologie, si on n'avait vraiment pas du tout la capacité de gérer des communs, etc., ben en fait, cette technologie ne pourrait pas exister. Les conditions même de son existence, de son utilité plus exactement, euh, sont censées empêcher sa pérennité, qu'on nous vend pourtant allègrement. Okay. Donc, en fait, si vous regardez même dans la documentation technique de Bitcoin, il y a marqué s'il vous plaît, gardez l'historique et partagez-le avec une connexion qui a telle capacité, etc. Justement pour permettre ça, en fait. Donc, c'est qu'on est bien censé être capable de se mettre d'accord, de se faire confiance, etc., etc. Mais donc, finalement, que cette technologie n'est pas si utile que ça. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que les hypothèses même qui rendraient nécessaire cette technologie, en fait, elles empêchent théoriquement sa pérennité. Derrière, toutes ces choses-là, donc vous voyez la partie où c'était le plus flottant, vos regards, dans la salle, on n'était même pas vraiment rentré dans la technique au niveau cryptographie. On a juste survolé de loin comment c'est utilisé la cryptographie et pas comment ça fonctionne. Ok. En fait, la décentralisation totale qui est soi-disant voulue par les gens qui vendent des blockchains, c'est extrêmement élitiste et extrêmement individualiste. Parce que c'est pas vrai qu'on sait faire de la cryptographie conviviale, utilisable par tout le monde. Okay. On ne sait pas le faire de manière décentralisée. La cryptographie qui marche bien, qui est utilisable par tout le monde, c'est si vous communiquez avec Signal sur vos téléphones, c'est votre carte bleue, mais il y a des points centralisés qui vous aident à rendre tout ça convivial. Okay. Le problème là, c'est que on parle de, si c'était vraiment un truc comme ça qui était utilisé comme monnaie, on parle vraiment des fonds, enfin de l'argent des gens, quoi, du coup, et qu'en fait, si on fait la moindre erreur, ces erreurs, elles sont irréversibles. Si vous perdez votre clé cryptographique, ben vous n'avez plus accès
à vos bitcoins, etc. Plus jamais. Ok. Parce que le jour où c'est possible de retrouver votre clé cryptographique, en fait, le système s'effondre puisque c'est possible de casser tous les portefeuilles, tous les comptes de tout le monde. Ok. Et en fait, il y a des gens qui ont essayé d'étudier ça à peu près, et on estime qu'il y a 15 à 20% des bitcoins existants qui sont inaccessibles. Parce que les gens ont supprimé par inadvertance la clé privée de cryptographie, parce que il y a un ordinateur qui est parti dans un incendie ou une inondation, et qui était le seul qui stockait ces clés-là, etc., etc. Ok. Si vous faites une transaction sans faire exprès à une mauvaise clé, si c'est la clé de quelqu'un, à la limite, vous pouvez espérer que cette personne avec qui vous êtes censé être en concurrence, etc., vous rendra les trucs, mais la plupart du temps, les clés, elles n'existent pas si vous vous trompez que d'un petit bout, quoi. Et donc, c'est irrécupérable à tout jamais. Voilà. Donc, c'est quand même des problèmes techniques et des problèmes politiques. C'est-à-dire que les erreurs sont définitives et irréparables, mais aussi que si on ne possède pas une clé privée, on ne peut rien faire, on ne peut rien imposer. Il n'y a pas une institution à qui on peut dire, par exemple, genre, vous êtes la banque de monsieur Arnaud, par exemple, on va prendre 99% de ce qui est là-dedans, merci, au revoir. On ne peut pas faire ça. Ok. Ça serait méchant de lui prendre 99% de ce qu'il a, il serait encore milliardaire, mais ça serait méchant. Voilà. On pourrait prendre 98, on va dire ça. Mais donc ça pose effectivement des problèmes techniques, des problèmes politiques, et puis surtout, c'est complètement un mythe. Personne fait ça. Personne. Dire que si vous regardez aujourd'hui, quasiment l'intégralité des transactions qui ont effectivement lieu sont faites par une approche fédérée, c'est-à-dire pas une approche centralisée, puisque c'est pas un truc complètement centralisé les blockchains, mais c'est pas du tout une approche décentralisée. En fait, vous avez ce qu'on appelle des exchanges, c'est-à-dire des plateformes qui sont des espèces de sites web très peu régulés, trop peu régulés, plus maintenant qu'il y a quelques années, mais voilà, qui hébergent vos données. Et en fait, vous utilisez ça exactement comme votre compte en banque. Donc vous regardez, je vais acheter ça, je vais vendre ça, je vais faire une transaction dans un sens, un virement dans l'autre, etc. Et vous ne maîtrisez rien du tout des aspects techniques qu'il y a derrière. Vous ne possédez pas votre clé privée, etc., etc. Donc en fait, vous avez recréé un système avec de la confiance parce que c'est le seul moyen de faire en sorte que ce soit utilisable par des gens normaux. Ok. Donc en fait, non seulement cette décentralisation totale, absolue, politiquement, elle est indésirable, mais en plus, c'est un mythe. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Systématiquement, les systèmes ont besoin de confiance, etc., etc., pour fonctionner. Combien de temps il nous reste? Il faut que j'avance, désolé. Hop. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment, le plus gros point de ce que je vous présente, c'est cette chose-là. C'est que dans le cas des crypto-monnaies, on a affaire à de l'écriture performative. Une transaction, elle a eu lieu parce qu'elle est écrite. Ok. Ça fonctionne pour rien d'autre. Et donc, ça va aller très vite de revenir sur les autres usages qu'on a vus. Bah, pour la certification, il faut qu'il y ait une autorité de certification. En fait, c'est pas parce que vous écrivez dans n'importe quelle blockchain du monde ou sur n'importe quel bout de papier du monde que tel tableau a vraiment été peint par tel peintre que c'est vrai. C'est vrai seulement s'il y a soit parce que le peintre est encore vivant ou la peintresse, la peintre, je sais pas comment on dit, est encore vivante et vous dit bah oui c'est moi qui l'a fait. Voilà. Donc il y a une autorité centrale absolue, indéniable, ok. Soit parce qu'il y a des experts et des expertes de ce peintre ou cette peintre qui disent si on reconnaît sa patte, regardez systématiquement il utilisait tel type de pigment, etc. Et c'est la parole de ces gens-là à qui on va faire confiance. Et ensuite peut-être qu'on peut l'écrire dans un registre, mais finalement l'écriture dans le registre n'a rien apporté. Ok. Pour les contrats, c'est pareil. Il n'y a que dans la tête des libertariens qui croient qu'il faut tout déréguler, le marché du travail et tout, qu'un contrat, ça se passe entre deux parties. Un contrat, il y a toujours une tierce partie, qui est la partie qui va faire respecter le contrat. Parce que sinon, c'est juste la loi du plus fort, en fait. C'est pas parce que j'ai signé un papier avec vous que je vais le respecter. Okay. Ce qui fait qu'on respecte un contrat, c'est qu'il y a une autorité tierce, la justice, ou je sais pas quelle institution, ça dépend des types de contrats, qui nous permettent de le faire appliquer. Une blockchain ne peut pas être une autorité tierce qui va venir vous dire genre en fait il faut payer ou en fait il faut pas couper l'électricité de votre locataire ou je sais pas quoi. Ok.
Pour la traçabilité, c'est pareil. On doit connaître les acteurs. C'est pas parce que c'est écrit dans un registre que tel conteneur est bien passé par tel port que c'est vrai. C'est parce qu'on fait confiance à la personne sur le port qui dit qu'il a vu ce conteneur passer à ce moment-là. Ok. Il y a pas de magie qui fait correspondre ce qu'on écrit à la vraie vie, sauf dans le cas où c'est l'écriture qui est performative. Et ça, c'est vrai que pour un truc qui est purement un jeu d'écriture, c'est-à-dire une crypto-monnaie, un crypto-actif. Ok. Pour le vote électronique, ça pose encore même beaucoup d'autres problèmes de confidentialité, de possibilité de changer son vote sans que ce soit vu, etc. Enfin, c'est complètement absurde. Euh, donc, enfin, les gens qui parlent de vote électronique avec blockchain, eux, c'est 100% charlatan. Il y a genre jamais de, c'est jamais parce que, alors, soit ils comprennent vraiment rien, mais dans ce cas-là, ils doivent même pas comprendre les mots qu'ils prononcent, quoi. Mais généralement, c'est 100% du charlatan. Ces derniers temps, ces gens-là, ils font de l'IA, donc c'est bon. Voilà. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la vérité qui est garantie par l'écriture d'une information sur une blockchain, c'est que cette information est écrite sur cette blockchain. C'est tout. Voilà. Donc, des blockchains, on en voit partout, purement par effet de mode. Comme je vous disais, ces derniers temps, les charlatans, ils sont plus partis sur l'IA parce que c'est plus vers là maintenant qu'il y a les financements. Donc ça se calme un petit peu, c'est bien, j'ai moins de travail. Mais donc il y a cet effet de mode techno-solutionniste et une grosse confusion sur l'aspect performatif de l'écriture. Le cas d'usage principal et pour lequel ça a été créé, il a vraiment ce truc de c'est écrit donc c'est vrai. Mais en fait, une blockchain n'apporte pas ce type de garantie, sauf pour ce cas d'usage très précis. Et donc il y a une grosse confusion qui a mené voilà, des gens à ça. Et en fait, une blockchain, c'est vraiment la solution qui a son propre problème. D'accord, on l'a vu, hein, le seul usage valide avec écriture performative, c'est sa crypto-monnaie. Et une crypto-monnaie, ça a besoin d'une blockchain pour fonctionner. Donc la question, ça devient, est-ce que disposer d'un actif purement spéculatif, c'est quelque chose qui nous intéresse ou pas? Si ce qu'on aime, c'est jouer en bourse, bah, peut-être. Mais sinon. Donc finalement, une blockchain, c'est une technologie non neutre, d'idéologie libertarienne, qui présuppose une défiance généralisée et des comportements ultra-individualistes, ok, et qui va en vérité être son usage concret, son effet concret principal politique, c'est de banaliser cette pensée-là. Ok, c'est de la rendre normale, c'est de la rendre une précondition, une hypothèse de base à son usage. Ok, et finalement, si vous regardez un petit peu tous les projets qui existent à base de blockchain qui ne sont pas une énième variante de crypto-monnaie, c'est jamais, mais vraiment jamais, des gens qui se sont dit j'ai un problème à résoudre, comment je vais faire, qui ont réfléchi et qui ont atteint la solution, je vais utiliser une blockchain. Ça, c'est arrivé une fois, c'était pour Bitcoin. Ok, et c'est là qu'on a créé cette technologie. Systématiquement, ces projets-là, c'est des gens qui disent qu'est-ce que je vais faire avec une blockchain et qui ensuite inventent un problème dont ils ont déjà supposé la solution. Et généralement, vont s'attaquer à un domaine dans lequel ils n'y connaissent rien, dans lequel il y a déjà des solutions qui existent, etc., qui n'utilisent pas du tout de blockchain, qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont beaucoup plus sûres, qui sont moins coûteuses. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Expliquer, alerter, attaquer les projets dangereux, là je parle notamment du vote électronique, etc., et informer sur les différentes alternatives qui peuvent exister. C'est la version courte de ma conférence, donc j'ai pas eu le temps de vous parler pour chaque cas d'usage des différentes alternatives qui existent, mais il y en a plein. Et voilà. Donc, merci à vous. Voilà, merci Pablo. Maintenant, la parole est à la salle. Qui veut réagir? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ah, comme ça, je vais pouvoir m'asseoir. Hop. Je sais pas si c'est OK pour la... Je sais pas où filme Oui. le... Le micro? Ouais. Là. Hop. Bon, je vais me mettre là. Voilà. Vous avez évoqué en début de séance les NFT. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc NFT, ça veut dire non-fungible token, donc jeton non fongible. Ça n'a rien à voir avec les champignons. L'idée, c'est que
on dit que la monnaie, elle est fongible parce que si j'ai un billet de 10 euros ou 2 billets de 5 euros ou 5 pièces de 2 euros, etc., c'est la même chose. Ok. Une monnaie ne serait pas fongible si la valeur de chaque billet dépendait de son numéro de série unique qui est écrit dessus et que je ne pouvais pas, ça n'aurait pas la même valeur d'échanger un billet de 10 euros contre un autre parce que c'est pas exactement le même billet. Les NFT, en fait, c'est, si vous voulez, c'est comme des crypto-monnaies, c'est que ça a exactement le même fonctionnement. La différence, c'est que chacun est sa propre unité. Si vous voulez, quand on a tel NFT, il est indivisible. Déjà, on ne peut pas en récupérer 0,5 de ce NFT-là. Et si j'en ai un autre, eh ben, c'est pas le même. Voilà. Donc c'est comme si sur un même registre, on avait des jetons, donc voilà, comme si sur la blockchain de Bitcoin, par exemple, quand j'ai un Bitcoin, c'est un Bitcoin X et qu'il n'y a aucun autre Bitcoin X et que je ne peux pas donner la moitié de ce Bitcoin, etc. Quand je transfère le Bitcoin X, il n'y en a qu'un seul. Et s'il y en a un autre qui ressemble, en fait non, c'est un Bitcoin Y. Voilà. Donc c'est ça un NFT. Et ça, cette idée-là, l'idée des NFT, c'était de les utiliser comme titre de propriété. Avec l'idée que du coup, comme il n'y en a qu'un et qu'on a mis en place un système électronique qui permettait de le faire passer d'un identifiant cryptographique à un autre, d'un compte à un autre, on peut s'assurer de l'unicité de cette chose-là, et du coup de savoir qui le possède à tout moment en suivant la suite de transactions. Voilà. En pratique, du coup, évidemment, ça souffre du même problème d'écriture performative. Et donc, en fait, tout ce que vous possédez, c'est le jeton lui-même. C'est pas ce dont le jeton parle. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait fortune, hein, parce qu'il y a beaucoup de pigeons à qui on a menti, qui ont dit, moi, je vais faire un NFT de, je sais pas, la guitare de tel rocker superstar. Voilà, moi j'aurais pu le faire, n'importe qui peut le faire en fait, et dire c'est le vrai, où il y a plein de gens qui ont généré des séries d'images et on dit j'en fais des NFT. En fait, c'est pas l'image elle-même qui a un NFT, c'est on a une espèce de jeton parfaitement arbitraire qui lui se réfère à l'image. Alors parfois s'y réfère avec une adresse internet à laquelle sur une adresse internet vous pouvez changer ce qu'il y a. Donc c'est encore pire puisque du coup là vous vous référez à un truc qui est arbitraire du coup. Mais l'idée c'était de faire ça, et il y a même des gens qui ont voulu utiliser ça pour faire des titres de propriété de choses dans la vraie vie. Donc là c'est encore plus insensé. Et bon, donc non seulement ça ne fonctionne pas du tout techniquement, mais en plus il y a vraiment des aberrations parce que vous pouvez avoir par exemple sur une même blockchain plusieurs NFT qui se rapportent exactement au même truc en vrai, où il n'y en a qu'un seul exemplaire, mais il y en a plusieurs personnes qui le possèdent, en fait qui possèdent juste le NFT lui-même, pas la chose dont le NFT parle. Et puis surtout, si vous prenez plusieurs blockchains, vous pouvez avoir des contradictions. C'est-à-dire que c'est sur un registre, il n'y a qu'une personne qui va posséder, je sais pas, ce tampon là par exemple, mais sur un autre registre, ça peut être quelqu'un d'autre qui le possède en même temps. Et en fait, si vous voulez résoudre ça, vous devez dire par exemple, en fait, la propriété, oh, c'est pas un truc naturel qui existe, c'est une construction sociale, et donc il faut qu'il y ait un organisme, une institution qui l'assure. Et donc il faut qu'il y ait par exemple la justice qui dise c'est cette blockchain la vraie, et hop, vous avez un tiers de confiance qui est la justice et vous n'avez plus besoin de la blockchain. C'est très compliqué, mais je crois avoir retenu une chose, c'est que des gens qui ne font confiance à personne voudraient qu'on leur fasse confiance à eux. Oui, enfin, c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais je voudrais revenir sur la vraie monnaie. La vraie monnaie. Il me semble, mais je me trompe peut-être, qu'à l'origine, les pièces avaient la valeur de la quantité d'or ou d'argent qu'elles contenaient. Puis on est passé à de la monnaie papier. Et là, c'est les banques qui s'engageaient à stocker les contre-valeurs en or qui ne dépassaient pas le nombre de billets qu'ils imprimaient. Et après, on est passé à un système où en fait, il y a une déconnexion entre les vrais stocks d'or et les billets papier. Et un État peut imprimer des billets alors qu'il n'y a plus d'or derrière. Mais ça suppose que les gens fassent confiance à cet État-là et dans les billets qu'ils impriment. Et
Bah, si on fait plus confiance un jour, il y a tout qui s'écroule, hein. Et dans votre pyramide de Ponzi, je crois que toutes les pyramides de Ponzi sont conçues pour que les premiers s'enrichissent au détriment des suivants, mais toutes, un jour, s'écrouleront. Alors, est-ce que tous ces parallèles peuvent être faits ou est-ce que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre? Alors c'est bon, l'histoire de la monnaie, elle est plus compliquée que ça. Là, vous parlez des supports de la monnaie. Donc les pièces, les billets, etc. Hem, parce que, donc effectivement, hein, il y a ces choses-là qui se sont passées, hein, si vous regardez même loin dans l'Antiquité, il y a des formes de monnaie qui existent. Dans l'Antiquité? Je sais pas, mais enfin chez genre les civilisations genre grecques en Mésopotamie et tout quoi, qui sont basées sur des métaux, précieux. Donc on retrouve, hein, l'or, l'argent, le bronze, enfin même qu'aujourd'hui quoi, parce que c'est des métaux assez stables et cetera. Et en fait, effectivement, à un moment donné, il y a eu ce truc de l'étalon or, là, les accords de Bretton Woods, où l'idée c'était que les banques centrales des pays devaient détenir un certain montant, enfin un certain volume physique d'or, et que c'est ce volume-là qui contrôlait la quantité de monnaie qu'ils pouvaient émettre. Ok. Bon, déjà, je pense que c'était assez compliqué à vérifier à l'époque, mais ça garantissait une espèce de parité stable entre les monnaies, puisqu'on savait qui avait combien, etc. Ce truc-là a été cassé à un moment donné où il y a eu trop d'or qui s'est retrouvé concentré à un seul endroit et que c'était plus possible de gérer ça. Euh, Maintenant, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que c'est pas comme ça que la création monétaire fonctionne en vrai aujourd'hui et même en vrai à l'époque. La planche à billets, elle n'est pas détenue par des États ou par des banques centrales. Déjà parce que les banques centrales ne sont pas forcément contrôlées par des États. On est bien placé ici à Strasbourg pour le savoir, je pense. La BCE a eu un mandat qui est un mandat technique, n'est pas contrôlé par le politique et c'est généralement, enfin c'est parfois catastrophique d'ailleurs. Mais donc déjà, il y a cet aspect-là. Et ensuite, la planche à billets, elle est détenue par les banques de détail, les banques privées. En fait, ce qui va créer de la monnaie, c'est quand vous faites des emprunts dans une banque. Quand une banque vous prête de l'argent pour acheter un appartement, elle ne prend pas cet argent où que ce soit, elle le crée et elle le détruit quand vous lui rendez, en fait. Et donc, au fur et à mesure que des gens fassent défaut, etc., ça augmente la masse monétaire, si vous voulez. Et ce qui se passe en vrai, c'est que les banques centrales, elles suivent avec la monnaie papier, etc. Elles suivent cette masse monétaire-là en restant avec un pourcentage, par exemple dans la zone euro, c'est à peu près 10%, je crois, de ce qui existe. Mais c'est pas elles qui contrôlent la masse monétaire pour de vrai. Elles ont une influence indirecte dessus avec ce qu'on appelle les taux directeurs, c'est-à-dire les taux auxquels les banques privées vont devoir s'endetter pour, elles, récupérer de l'argent. Et ensuite prêter aux États, etc., puisqu'on a décidé qu'il fallait forcément engraisser du privé pour ce genre de choses. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, c'est des règles qu'on a inventées, c'est complètement arbitraire. Et en fait, du coup, ces taux directeurs, ils vont plutôt inciter les banques à faciliter les prêts ou à ne pas les faciliter. Et donc, du coup, c'est comme ça que la Banque centrale va avoir un contrôle très indirect sur la création et la destruction monétaire. Mais c'est vraiment très indirect. La planche à billets, elle est privée, en fait. Voilà. Donc, c'est le fonctionnement de la monnaie, ce que vous avez appelé des vraies monnaies, de la monnaie fiat, je ne sais pas comment on peut dire, c'est très 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 différent d'une crypto-monnaie. Voilà. Et après, vous aviez terminé sur les pyramides de Ponzi. Est-ce que vous pouvez redire votre question? Je ne me rappelle plus, je suis désolé. Oui, dans la vie courante, dès qu'on entend parler d'une pyramide de Ponzi, c'est quelqu'un qui a inventé un système pour que d'autres financent les créateurs. Et de fil en aiguille, forcément, un jour, ça va s'écrouler, quoi. Parce que quand les premiers se sont bien enrichis et que les autres s'en sont rendus compte, ça s'arrêtera. Est-ce que là, la crypto-monnaie, c'est forcément la même chose? Alors, on peut dire que, par exemple, Bitcoin, ça ne peut pas durer parce que, bah, vous savez, il y a une quantité limitée de Bitcoin. C'est décidé de base, voilà, ça a été décidé comme ça au début. Et donc, il y en a de moins en moins qui sont donnés en récompense. Et donc, au bout d'un moment, la seule récompense qui restera aux mineurs, c'est-à-dire aux gens qui font plein de calculs et qui dépensent des sommes colossales en énergie pour faire ces calculs inutiles, euh, ça va être les frais de transaction. Et au bout d'un moment, les frais de transaction, du coup, vont
puisqu'il n'y aura plus cette récompense de création, de nouvelles créations de nouveaux bitcoins, il n'y aura plus que les frais de transaction qui vont devoir devenir colossales pour que les mineurs puissent se rémunérer. Parce que les mineurs, ils espèrent toucher de temps en temps, mais ils ne touchent pas à chaque fois. Ils touchent quand c'est leur bloc qui a été sélectionné au tirage au sort non contestable seulement. Et donc, il faut que cette récompense, elle soit très haute pour que ça vaille le coup de continuer à participer et de continuer à faire exister le réseau, etc. Et donc, du coup, au bout d'un moment, si les frais de transaction sont très très gros, il faut que la transaction, elle soit colossale pour que ça vaille le coup. Et donc, ça peut plus avoir d'usage courant, quotidien. Alors, il y a des gens qui inventent des trucs de surcouche, etc. Donc, vous avez des choses, par exemple, je ne sais pas du tout si vous avez déjà entendu parler de ça, mais par exemple, le Lightning Network qui permet de faire des transactions plus rapides par-dessus le réseau de Bitcoin. Mais en fait, ces choses-là sont des espèces de réinventions non régulées, non testées, mal comprises, etc., du système bancaire qui existe déjà. Qui n'est absolument pas à défendre en l'état. Encore une fois, je ne veux pas que vous croyiez que c'est ça mon discours, mais qui pose plein de problèmes. Voilà. Donc, et donc sur le fait que ça va finir par se casser la tête, oui. Maintenant, est-ce que c'est forcément les premiers arrivés qui vont gagner sur les nouveaux? Il y a une partie de ça, oui, puisque les premiers arrivés en possèdent plus, puisqu'ils sont arrivés plus tôt et que ça valait moins cher, etc., et que c'est un truc qui est censé faire que monter. En ce moment, ça se casse la gueule, mais bon, c'est parce que c'est très volatile. Et donc, en fait, quand il y a des nouveaux qui arrivent, la plupart du temps, le coût aujourd'hui d'entrée pour miner et espérer fabriquer des bitcoins soi-même, il est tel que en fait, plus ou moins tous les gens qui arrivent dedans en achètent à des gens qui sont déjà en place. Et quand on achète contre de la vraie monnaie. Voilà. Et là, ils y gagnent et les nouveaux, enfin les derniers qui seront entrés au moment où ça va se casser la gueule, eux, ils auront perdu effectivement. C'est là que ça se rapproche du pump and dump ou d'une pyramide de Ponzi, effectivement. Ouais. Une autre intervention. Oui, madame. À qui est la charge des frais de fonctionnement, l'énergie, l'eau? Tout ça, justement, c'est payé par ceux qu'on appelle les mineurs, donc c'est-à-dire les gens qui font tourner les calculs inutiles pour espérer être tiré au sort et récupérer une récompense. C'est pour ça qu'il y a cette récompense et que une crypto-monnaie est nécessaire au fonctionnement de la blockchain. C'est qu'en fait, s'il n'y avait pas cette potentielle récompense, c'était pas du gain, ça coûte tellement cher que les gens le feraient pas. Voilà. Et donc vous avez des entreprises qui sont spécialisées là-dedans et aujourd'hui, c'est tellement gros qu'il faut du matériel spécifique, il faut quasiment des centrales électriques à certains endroits spécifiques, etc. Et il y a des grosses batailles, comme pour les data centers, pour l'IA et tout, hein, il y a des grosses batailles à certains endroits parce que les mineurs, du coup, ils accaparent l'électricité, l'eau, etc. à des endroits où c'est compliqué et fragile potentiellement. À quoi ressemble un condensat cryptographique? Vous pourriez nous donner un exemple? Oui, je peux. Ah ben non, j'ai pas mon ordi. Je peux pas projeter. C'est pas mon ordi, donc je peux pas vous montrer techniquement. Mais je peux vous expliquer. Un condensat cryptographique, c'est juste un grand nombre entier. Donc, par exemple, dans Bitcoin, l'algorithme de condensat cryptographique qui est utilisé, il s'appelle SHA-256. Le 256, il vient du fait que c'est un nombre écrit sur 256 bits. Donc, il y a 256, 1 et 0 à la suite. Donc, en général, on le représente en écriture hexadécimale, c'est-à-dire en base 16, parce qu'en base 2, ce serait très long, et même en base 10, le truc auquel on est habitué, ce serait très long. Donc, c'est une suite de chiffres et de lettres entre A et F. Pour arriver à la base 16, on a les chiffres de 0 à 9, puis les lettres A, B, C, D, E, F qui sont utilisées pour avoir jusqu'à un 15e chiffre. Et donc, c'est une suite de chiffres, comme ça. Et voilà, ça ressemble à ça. Une autre intervention? Oui, madame. J'ai une question complètement peut-être idiote. Ça sert à quoi les bitcoins? Qu'est-ce qu'on en fait?
Eh ben, On peut pas aller dans un magasin acheter quelque chose ou acheter, enfin, je sais pas. c'est Je c'est ce qu'on comprends pas. c'est ce que certains appellent une number go up technology. Donc, vous en achetez, le cours monte et vous êtes contente. Voilà. Parce que vous êtes plus riche. Bah, vous trouvez un pigeon à qui le vendre. Voilà, ça sert à faire de la spéculation, purement de la spéculation. Confiance à personne. Non, oui, c'est ça. Mais alors après, le truc que vous savez, j'ai fait une tête un peu bizarre quand vous avez dit il y a des gens qui font confiance à personne, qui demandent qu'on leur fasse confiance. Quand même, la technologie est faite de telle sorte à ce qu'il n'y ait effectivement pas besoin de leur faire confiance. C'est-à-dire que, alors, en vrai, si on utilisait la technologie comme elle est pensée, ce qui n'est pas possible, on n'aurait effectivement pas besoin de faire confiance à quelqu'un, puisqu'il y a des garanties cryptographiques, etc., etc. En vrai, c'est pas convivial, ces choses-là. C'est très dur à comprendre et à mettre en œuvre et à ne pas se tromper, etc. Et si on ne veut pas exiger de chacun, pour qu'il puisse disposer d'argent, qu'ils doivent mettre en place le niveau de sécurité que met en place une banque actuellement, ben, c'est pas une société valide, ça. C'est pas possible. Ok. Donc, en fait, effectivement, il y a des gens qui demandent qu'on leur fasse confiance. C'est les exchanges centralisés qui nous vendent le truc. Donc les gens qui font la pub dans le métro pour vous pouvez avoir des bitcoins sur votre carte bancaire, etc., eux, ils vous demandent de leur faire confiance comme n'importe quelle autre banque. Mais la technologie elle-même ne requiert pas ça dans un esprit idéal presque mysticiste, quoi, si vous voulez. Mais techniquement, ça fonctionne. Voilà. Une dernière question, peut-être. Sinon, je peux vous donner un exemple de ce qui a permis à Bitcoin de démarrer et qui montre le besoin de confiance. Il y a une place de marché sur Internet qui s'appelait Silk Road. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était sur le Darknet, ça fait peur. Donc c'était sur le réseau Tor, c'était un espèce de place de marché genre Amazon mais shady, quoi, où on pouvait acheter des champignons magiques, voilà. Donc des drogues, des trucs comme ça, et puis des trucs moins cool, genre buter des gens, voilà. Des faux papiers, tout ça. Faux papiers, c'est pas forcément moins cool, mais je voulais dire la partie buter des gens. Donc, ce truc-là, au début, ne fonctionnait pas parce qu'il y avait ce truc de c'est plus ou moins anonyme, en fait, c'est pseudonyme, mais disons, c'est très difficile de vous retracer, de vous lier à vous dans la vraie vie parce que vous payez en bitcoin, justement. Mais sauf que, évidemment, du coup, on peut pas revenir à vous, l'acheteur, qui veut acheter des champignons magiques, ok, des champignons rigolos, mais vous ne pouvez pas revenir au vendeur non plus. Et donc, il y avait un truc de pourquoi je vais payer si je suis pas sûr d'avoir mes champignons magiques. Et du côté du vendeur, pourquoi je vais envoyer les champignons magiques si je suis pas sûr que je vais être payé? Et donc, les gérants du site ont fait quoi? Eh ben, ils ont mis en place un séquestre. Ils sont devenus l'autorité de confiance. C'est-à-dire que les acheteurs donnaient l'argent au site, le site certifiait au vendeur qu'il avait bien l'argent, et le jour où l'acheteur recevait le truc, il pouvait dire sur le site j'ai bien reçu, à ce moment-là, le site débloquait l'argent. Et là, ça s'est mis à fonctionner pour de vrai. Ok, donc c'est devenu un truc énorme et tout. Ensuite, il y a eu toute une enquête, même un mort et tout. Enfin bref, enfin un faux mort, mais bref, c'est très compliqué. Il y a une pièce de théâtre de Léonard Maton qui s'appelle HPNS, Marché pirate sur le Darknet. Ça vaut vraiment le coup, ça raconte cette histoire-là, ça le raconte très bien, il est tout seul sur scène, ça vaut vraiment le coup si jamais vous avez l'occasion de voir passer ça, HPNS. Mais sinon, il y a plein de documentaires et tout sur le web que vous pouvez trouver sur Silk Road, donc la route de la soie. Et donc voilà, ça vous montre vraiment que c'est ce truc-là, ça a non seulement permis au site de fonctionner, mais c'est aussi ce qui a démarré l'engouement pour le fait que Bitcoin avait une utilité, du coup. Faire des trucs criminels. Voilà, ça c'est une utilité, par exemple, voilà. Voilà, il nous reste à remercier Pablo Rossi pour son intervention et ses explications. J'espère que vous n'allez pas faire, Pablo, j'espère que vous n'allez pas faire le pigeon pour en apprendre un peu plus. Non, ça va. Voilà, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler, le 13 avril, pardon, puisque la semaine prochaine c'est le lundi de Pâques. On vous donne rendez-vous pour parler sur la conversation
et sa spontanéité organisée. Voilà, et juste une petite page de publicité sous celles d'entre vous qui aimeraient encore assister à la soirée au Planétarium Chasseur de météorites. Il reste de la place mercredi soir, 20h. Et il faut aller chercher ses tickets directement au Planétarium parce qu'on a des soucis aussi informatiques avec le service de réservation. Voilà, bonne semaine et bonne Pâques.